merci à nos intervenantes qui ont accepté de partager leur expérience avec nous et merci à vous aussi d'être présents aujourd'hui. Donc cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de notre projet transverse de M1 et elle a donc été initiée par 5 futurs étudiants du M2 Management dans les pays du Sud. Donc on a Noljen, Lucie, Paul Valentine, Myriam et moi-même. Et l'objectif aujourd'hui, il va être de mieux comprendre les réalités du travail international, notamment dans les pays du Sud du coup, et à travers des témoignages concrets de nos intervenantes. Et on va parler du coup des défis rencontrés sur le terrain, des opportunités qui en découlent, et surtout des conseils pratiques pour celles et ceux qui souhaitent travailler dans ce contexte. Donc pour enrichir la discussion, on a le plaisir d'accueillir Numa Diakité, qui est actuellement internationale junior consultante chez Orange. On a Sarah Mérieux, qui est Project Development Manager chez Acted au Burkina Faso, et Myriam Rafi, qui est Project Manager à l'Agence française de développement. Donc chacune d'elles a un parcours inspirant et pourra nous éclairer sur différentes facettes du travail international. Avant d'échanger avec elle, je vais laisser Paul Valentine vous introduire un petit peu le contexte des pays du Sud. Donc bonjour à tous et encore merci. Donc avant de lancer la discussion, on s'était dit qu'il fallait un peu poser les bases parce que lorsqu'on parle de pays du Sud, certains d'entre vous vont trouver le concept assez flou et pas très clair. Donc j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me citer des exemples de pays du Sud, par exemple? Si vous avez... Oui. Des garçons? Oui, effectivement. Oui. Madagascar. Oui. On voit un peu le concept, donc on aura beaucoup de pays, généralement qui vont être issus de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, ou bien même de certains pays du Moyen-Orient. Mais ce qui va être intéressant de savoir, c'est que c'est une notion qui reste quand même, c'est une notion à prendre avec des pincettes, parce que les pays du Sud, ce n'est pas un bloc homogène. Donc au sein même en fait, des pays du Sud, on peut retrouver des pays comme Singapour, qui va être un pays qui va être beaucoup plus développé que certains pays de l'Afrique par exemple. Donc on voulait quand même vous montrer l'ampleur de ce concept-là des pays du Sud. Donc c'est-à-dire en fait que, par exemple, selon les Nations Unies, d'ici 2050, la population urbaine des pays du Sud va augmenter de 2,5 milliards de personnes, avec l'Inde, la Chine et le Nigeria qui vont être en tête de cette transformation, donc d'où l'importance des pays du Sud. Et une définition qui va peut-être pouvoir vous éclairer aussi, d'Alain Bouquier. Donc le concept de pays du Sud ne désigne pas une position géographique, mais une réalité économique et sociale marquée par des défis structurels et des opportunités uniques. Donc je me dirige vers vous, les intervenants, pour vous laisser vous présenter et aussi présenter en quelques mots votre parcours après le test. Du coup, bonjour, je m'appelle Myriam. J'en connais déjà quelques-uns, mais du coup, j'ai fait le master MPS comme vous. J'ai terminé en 2024, j'ai été diplômée en 2025. Et je ne suis plus actuellement Project Manager à l'Agence française de développement. Je l'ai été en gros jusqu'en janvier, fin janvier. Donc je l'ai été pendant 7 mois. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une cellule qui s'appelait Entrepreneuriat et économie inclusive. Du coup, qui est une cellule qui permettait notamment de structurer l'écosystème entrepreneurial en Afrique, parce que du coup c'est là qu'on a la plupart de nos pays d'intervention, et de, par exemple, mettre en œuvre et concevoir des politiques publiques d'appui à l'entrepreneuriat avec les gouvernements locaux. Et depuis, j'ai été en recherche d'emploi, et puis ensuite, là je viens d'avoir été recrutée en VIA, toujours à l'FD, pour travailler à Dakar sur aussi entrepreneuriat, mais également tout ce qui est développement de l'inclusion financière au Sénégal. Voilà. Moi c'est Sarah, du coup j'ai fini le master MPS en 2022 et je suis tout de suite rentrée à Acted en stage de fin d'études. J'y suis maintenant depuis 3 ans. Et moi mon métier c'est du project development, ce qu'on appelle aussi grants management. Donc, ça consiste à faire la recherche de financement et ensuite gérer un peu les relations externes avec les partenaires, les bailleurs de fonds et assurer le suivi contractuel des contrats qu'on a. Et donc suite à mon stage de fin d'études, je suis partie en volontariat en Tunisie pour travailler sur des projets en Libye. Et j'ai enchaîné ensuite avec 1 an au Tchad, puis 1 an au Burkina Faso. Et j'en suis rentrée en décembre dernier. Donc je ne suis plus non plus actuellement Project Development Manager. Entre 2 contrats, on va dire. Et moi, du coup, c'est Numa. J'ai fait le M1 Management Organisation et là, je suis en début de césure. Donc j'ai fait ma première partie de césure au Crédit Agricole en tant qu'assistante country manager. Donc en fait, c'était pour les pays européens dans lesquels est implanté le Crédit Agricole et c'était juste en fait superviser l'activité
C'était aussi beaucoup fluidifier les relations avec le siège ici en France, c'était développer des projets au sein des entités. Et en ce moment, du coup, je fais mon deuxième stage de césure chez Orange en tant que consultante internationale junior et en vente plus précisément. Donc en fait, c'est juste apporter du soutien au pays pour qu'ils puissent développer leur canal de vente en direction en fait, des clients pro, des clients business. Une autre question, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans un contexte international ou en lien avec les pays du Sud? Du coup, moi je dirais que c'est très personnel aussi, en tout cas me concernant. Moi, c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que déjà je suis biculturelle, binationale, enfin voilà, j'ai grandi dans un environnement, je suis franco-marocaine, et du coup, déjà j'ai beaucoup été amenée à faire des voyages dans ce pays-là, et même dans d'autres pays de la sous-région, le Maghreb. Donc j'ai très vite connu et découvert, été amenée à découvrir tout ce qui était inégalité, pays du Sud, pays du Nord, mais aussi concrètement inégalité rurale urbaine dans ces pays, ou bien rien qu'inégalité, je sais pas, entre les femmes et les hommes dans ces pays qui sont quand même assez, qui sont encore bien marqués. Et du coup, ça m'a très vite donné envie en fait de travailler avec les gouvernements de ces pays-là pour réduire ces inégalités-là. Après, moi, c'est vrai que j'ai un petit penchant, si je peux dire, pour tout ce qui est secteur plutôt éco-financier, donc développement du secteur éco-financier dans ces pays. Et c'est ce qui m'a amené à travailler, avoir diverses expériences gravitant plus ou moins autour de ces thématiques-là, et notamment des expériences financières du coup, à la BCEAO au Sénégal, ou même des expériences en start-up en France qui permettaient à des petits entrepreneurs locaux de se développer en Côte d'Ivoire, en Mali, etc. Voilà ce que je peux dire. Ouais, je suis d'accord, c'était très personnel aussi pour moi. Je pense la curiosité de voir un peu comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays. Et également, j'avais fait une année de césure dans des domaines assez classiques. J'avais fait en start-up, en cabinet de conseil. Ça ne m'avait pas passionnée. Et je cherchais aussi à avoir un peu de sens dans mon travail, plus de motivation, on va dire. Et je ne connaissais pas du tout le milieu de l'humanitaire. Mais j'ai découvert un peu par hasard ACTED sur un forum des métiers à Dauphine. Et après, c'était un peu une évidence pour moi, tout s'est enchaîné assez de manière fluide. Mais ouais, je ne me suis pas trop posé de questions, on va dire. J'ai fait mon stage à Paris et ensuite on m'a proposé de partir sur le terrain et voilà. Et après, tous les contrats se sont enchaînés. Mais ouais, c'était, je pense, la curiosité et puis l'attrait pour aller voir comment ça se passe dans des pays dont on ne connaît pas trop les systèmes finalement. Et moi, c'est un peu un mélange des deux, de vos deux expériences. C'est aussi personnel, parce que du coup, je suis sénégalaise d'origine par ma mère. Et comme Myriam, en fait, on allait souvent au Sénégal, je gardais un lien fort avec ma famille qui habite là-bas. J'essaye d'y retourner de temps en temps. Et donc tout ça, ça me motive parce qu'on a envie en fait de participer au développement de l'économie locale. Et à côté de ça, comme Sarah, je ne me posais pas trop de questions, c'était assez naturel. En fait, en licence, j'avais envie d'aller à l'étranger, pas forcément dans les pays du Sud d'abord. J'ai fait un échange aux États-Unis, aussi des Excellence School à Londres, et à chaque fois, ça m'a plu en fait le fait de juste pas être en France. Et du coup, c'était vraiment naturel, donc je ne sais pas encore quel secteur exactement, c'est pour ça que je teste plein de trucs vraiment différents, mais je sais en tout cas que c'est international parce que c'est riche et on apprend tout le temps de nouvelles choses, et on est avec des gens qui sont super ouverts d'esprit aussi, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Merci pour vos réponses. Et du coup, une autre question, quels ont été vos plus grands défis auxquels vous avez dû faire face en travaillant ou en étant en stage du coup dans les pays du Sud? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris en arrivant sur place ou autre? Moi, je sais pas s'il y a une chose qui m'a le plus surprise. En fait, je pense que quand tu arrives dans un pays du Sud, il y a tellement de choses qui diffèrent de ta vie en France que tout est assez nouveau. Ne serait-ce que comment te déplacer dans la rue. Moi, je suis allée dans des pays où en plus on m'imposait des règles sécurité, donc il y a des choses que tu as le droit de faire, des choses que tu n'as pas le droit de faire. Donc je pense que ça a été un grand défi d'accepter de se plier à ces règles-là. Et après, il y a des choses très pratiques comme
des éléments de langage ou des expressions qui vont pas être les mêmes, parfois ça crée des situations un peu amusantes avec tes collègues où tu te comprends pas du tout. Mais bon, après ça, on s'adapte assez rapidement. Et en termes de travail, je pense que les plus grands défis dans l'humanitaire, c'est que on travaille tout le temps dans l'urgence et du coup, tu as une temporalité qui est vraiment pas pareille. Il faut être assez disponible, répondre vraiment, procurer une charge de travail dans un temps très court parfois. Je pense que c'était ça le plus grand défi. Moi, je dirais que, son témoignage m'a donné quelques idées. Déjà, moi, du coup, la seule expérience que j'ai eue, c'était au Sénégal, à Dakar. Je suis pas repartie depuis que j'ai été diplômée. Mais ce que je peux dire, c'est que, après, ça dépend, je pense, des contextes, des pays, etc. Le Sénégal est un pays quand même qui est malheureusement bien imprégné par la culture française et on le voit même dans le milieu du travail, dans les procédures ou autres. Donc, c'est pas un pays non plus dans lequel, malheureusement, j'ai été tellement dépaysée par rapport à comment on fait, comment on voit les choses, comment on travaille en fait, rien que ça. Mais ce que je peux dire, peut-être le seul truc qui m'a un peu marqué, je sais pas si je peux vraiment dire ça, c'est vraiment genre la conception du temps. En gros, chez nous, tout va très vite, je pense que je vous apprends bien. On veut toujours que les projets aillent super vite, qu'il y ait des millions de réunions, que tout avance vite. Et en fait, là-bas, très vite, on m'a fait comprendre que juste, Myriam, là, il va falloir que ça se passe pas comme ça en fait. Et du coup, j'ai été. Très vite, on m'a demandé de me calmer un peu et juste de prendre le temps et d'accepter qu'en fait, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de voir les choses et ça ne veut pas dire que la nôtre est la meilleure. Et du coup, ça m'a permis de toujours revoir ma manière de concevoir les choses et juste de déconstruire ma pensée et de me dire que il y a d'autres manières de faire. Donc voilà, je dirais toujours un grand défi, être adaptable, être ouvert à d'autres manières de faire et de voir et de penser et surtout toujours rester dans une posture d'humilité, si je puis dire, et se dire qu'il y a d'autres manières de faire encore une fois et qu'il y a d'autres manières forcément. Et moi, mon expérience, elle est assez similaire à celle de Myriam aussi sur déjà la temporalité, le fait que dans les pays du Sud, plus particulièrement, comme tu as dit au Sénégal, les gens ils prennent le temps, ils ne sont pas pressés, les gens arrivent et on les presse et on leur met la pression et ça c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. Parce que tout de suite, en fait, j'ai ce braque et ça crée des relations qui sont vraiment compliquées. Et au-delà de la temporalité, il y a aussi l'approche par laquelle la façon dont on va percevoir les relations professionnelles. Donc je sais que par exemple, on travaille en ce moment avec les équipes d'Orange Jordanie. Et en fait, souvent en France, on va tout de suite vouloir se mettre au travail. On va pas prendre le temps vraiment d'apprendre à connaître la personne, alors que pour eux, c'est vraiment important de tisser une relation au-delà de la relation du travail. Donc au départ, ils vont être super froids parce que pour eux, on ne s'intéresse pas à eux, voilà, on est là, on vient juste faire notre mission puis on part, alors qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est qu'on prenne le temps, qu'on apprenne un peu à les connaître, qu'on découvre un peu plus leur culture. Donc il y a tout un travail à faire en amont où vraiment il faut tisser des liens avec eux avant de se mettre au travail. Et là, vraiment, ils vont être coopératifs parce qu'ils nous connaissent un peu plus personnellement et ça facilite vraiment les relations pour eux. Et comme Sarah, il y a aussi la barrière linguistique, parce qu'en fait, ils ne parlent pas tous les mêmes langues. Donc nous en France on va parler français, mais si on travaille avec des pays de l'Afrique anglophone, du coup ils vont parler anglais. Au sein d'Orange, même en France, on a des gens dans nos équipes qui ne parlent pas du tout français, donc souvent on va leur tout faire en anglais, sauf que les pays vont parfois préférer le faire en français, donc en fait il faut juste constamment s'adapter encore une fois. Et c'est toujours à nous un peu de nous plier à ce qui les arrange eux, parce qu'au final, c'est nous, on vient, on s'impose dans les pays et il faut vraiment, comme tu dis, avoir une approche pas très humble en fait. Juste peut-être pour rajouter par rapport à ce qu'elle disait, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que moi quand je suis arrivée, j'étais que stagiaire du coup à la BCAO. Mais en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais ils étaient super méfiants vis-à-vis de moi. Et j'avais pas pensé du tout, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme un défi, mais en fait j'ai dû vraiment leur prouver que j'étais digne de confiance et que juste je pouvais travailler avec eux et que j'étais capable de encore une fois remettre en cause un peu tout ce qu'on m'avait appris et juste travailler d'une autre manière à leur rythme, sur leur thématique, etc., etc. Et ça a pris un peu de temps et en fait, c'était bien que j'avais que en 3 ans à l'époque, etc. Pour eux, c'était vraiment tout un travail à faire de relations à tisser, etc. avant qu'ils me donnent de réelles tâches et qu'ils voient juste que je sois capable de vraiment travailler sur leur thématique. Donc c'était super intéressant aussi.
Par rapport à ces difficultés que vous avez évoquées, comment vous avez concrètement réussi à les dépasser dans les difficultés culturelles que professionnelles? Moi, je dirais vraiment juste qu'il faut constamment s'adapter et il faut toujours être curieux et chercher à connaître la personne qu'on a en face au-delà vraiment de la relation professionnelle. Ça, je pense que c'est vraiment important. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude tout le temps de voir des gens passer qui viennent un peu de France ou d'ailleurs en Europe et qui ont vraiment une position de donneur de leçons qui arrivent, on sait mieux que tout le monde, donc voilà, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette position-là et juste rester humble parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre et c'est pas que nous on y va et puis voilà, on sait faire ça, donc vous allez faire comme nous on sait. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très très spécifiques aussi au marché local. Donc je pense vraiment s'adapter et essayer d'avoir des relations personnelles vraiment au-delà du travail. Ça peut être tout bête, mais par exemple, pendant le mois de mars, on a beaucoup été en déplacement pour une mission de conseil justement. Et en fait, juste apprendre des formules de politesse dans leur langue. C'est tout bête, mais du coup, ça leur fait plaisir parce qu'ils disent qu'on a fait l'effort un peu de se renseigner sur la culture avant d'arriver, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas. On a pris le temps d'apprendre un petit peu quelques mots dans leur langue. Et c'est vraiment tout bête, mais ça leur fait vraiment plaisir. Et du coup, mais vraiment, comme ça on dirait pas, mais même à des inconnus dans la rue, le taxi, on lui dit merci dans sa langue. Au début, il s'en foutait un peu et tout de suite, on voit, il a le sourire, il est content parce qu'il voit qu'on essaye. Et donc je pense que c'est vraiment juste être curieux par rapport à l'autre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est l'aspect linguistique qui est hyper important parce que c'est un des premiers éléments d'une culture. Et moi aussi, j'ai souvent vu que ça pouvait casser une barrière que tu as quand tu arrives. Surtout que, effectivement, même si tu n'arrives pas dans une posture de vouloir imposer des choses, de dire que tu sais mieux que tout le monde, généralement, on ne va pas forcément rester 10 ans dans un même pays. Donc en fait, les collègues avec qui tu travailles, peut-être ils voient passer une nouvelle personne tous les 6 mois, 1 an. Et donc c'est aussi important de casser cette barrière parce que peut-être que eux, au bout d'un moment, ils vont se dire bon, ça sert à rien de nouer des liens avec cette personne, dans 6 mois, elle sera partie. Donc c'est quand même important de montrer que tu as envie de bien faire, que tu as envie de t'intégrer. Donc je m'aligne complètement avec ça. Et je pense qu'il faut aussi avoir de la patience parce qu'il y a plein de codes culturels, je pense que tu as beau lire dessus ou essayer de te renseigner avant d'arriver, il y a plein de choses que tu ne pourras pas comprendre avant de les capter vraiment en côtoyant tes collègues, en comprenant les projets que tu mets en œuvre, etc. Donc ça prend du temps aussi. Il ne faut pas tout de suite avoir envie d'être ami avec tous tes collègues. Il faut aussi laisser le temps à chacun. Donc la patience et je pense le fait de se remettre en question parce qu'effectivement on nous apprend une manière de travailler, comme tu disais, être très organisé, très rigoureux, alors c'est très bien, très occidental et c'est bien à la fois d'avoir l'esprit ouvert mais surtout de savoir se remettre en question et parfois essayer quelque chose qui peut-être te paraît complètement absurde mais en fait dans les faits c'est ce qui marche le mieux. La patience et se remettre en question. J'ai pas énormément de choses à rajouter parce que franchement elles ont tout dit et peut-être qu'est-ce que je pourrais dire. Non sérieusement en fait moi comment j'ai fait tout simplement j'ai essayé de tirer un truc un peu concret. Déjà moi j'ai essayé de venir avec j'avais aucune attente. Peut-être que c'est bizarre mais j'avais vraiment aucune attente. Je me suis dit le but c'est de venir justement de se défaire de tous les préjugés qu'on peut avoir en fait en tant que française, mais aussi en tant que personne qui a entendu plein de choses sur ces pays, etc., sur la manière de travailler, ou même rien que dans le cadre du master, on nous apprend le management interculturel, comme si c'était un truc de ouf et tout. Franchement, ça se crée, c'est du bon sens, faut être humain, faut être adaptable, faut être ouvert d'esprit. Donc le truc que je pourrais dire, c'est vraiment juste voir comment eux ils fonctionnent, toujours avoir un step back et se dire ok, du coup, selon ce que je vois, tout simplement, adapter mes comportements, adapter mes manières de faire, mes manières d'interagir avec eux en conséquence. Et voilà, et du coup, exactement la patience, c'est vrai que c'est hyper important parce que ça prend du temps, rien que, comme je disais tout à l'heure, pour gagner leur confiance, mais aussi pour que eux ensuite, pour qu'ils puissent interagir. Pendant lors de vos déplacements, etc., est-ce que vous avez déjà eu des problèmes administratifs, type diplôme, contrat, visa, etc., et comment vous avez fait pour gérer ça?
Pour l'instant, j'ai plutôt eu de la chance. Les visas, t'es quand même assez accompagné, en tout cas moi par mon ONG. Ils vont pas forcément te courir après pour commencer la procédure, mais si tu as des problèmes dedans, ils vont t'aider. Évidemment, c'est eux qui payent. J'ai eu de la chance avec le Burkina Faso parce que moi j'y suis arrivée en février l'année dernière et c'est à partir de mars où les visas français commençaient à plus passer. Donc pour l'instant, je ne me plains pas. Après, parfois, effectivement, ça peut être des procédures longues. Parfois, il faut recommencer, donc il faut repayer. Mais généralement, si tu pars avec une organisation, que ce soit humanitaire ou dans le privé ou dans le public, tu es accompagné. Mais je pense, niveau administratif, ce qui change, c'est les frais médicaux. Parce qu'en fait, t'es plus au régime t'as plus de carte vitale, tu es sur un tout autre régime de la Caisse des Français à l'étranger. Au début, c'est un peu compliqué à comprendre comment ça se passe quand tu es à l'étranger, quand tu reviens en France. Je pense que pour moi, c'est les plus grosses galères que j'ai eues. Sinon, en contrat, tout ça, ça se fait comme dans n'importe quelle entreprise. Moi, je dirais, moi, c'est plus des anecdotes personnellement. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, du coup, le Sénégal, le seul pays que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de connaître et de découvrir, c'est vrai que c'est quand même un pays très procédurier, je dirais. Voilà, comme tu disais, tout est assez long, au niveau c'est très bureaucratique, etc. Et moi, je sais qu'ils m'avaient pris la tête, notamment du coup, je faisais un stage avec Dauphine, sauf que Dauphine veut qu'il n'y ait que 35 heures, le droit français, c'est 35 heures en stage. Eux, ils voulaient absolument que je fasse 40 heures, parce que du coup, c'est le droit sénégalais. Sauf qu'en fait, en fait, c'est interdit. Du coup, on devait passer en contrat de droit local, sauf que le contrat de droit local, Dauphine ne signe plus. C'est un contrat littéralement entre moi et la partie qui m'embauche, donc la partie locale. Sauf qu'ils voulaient absolument qu'il y ait la signature de Dauphine. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis dit que eux, je peux pas leur forcer la main. Genre, ça marche pas, ils veulent pas, ils sont fermés, voilà. C'est comme ça et ils te font bien comprendre que c'est votre rang. Du coup, j'ai plutôt forcé la main de Dauphine. En leur expliquant que, que genre, ce stage, je le voulais à tout prix et qu'ils ne pouvaient pas me bloquer. En gros, il faut juste être, toujours savoir expliquer, savoir. Donc j'ai fait plein d'allers-retours au bureau des stages, leur expliquer mon souci. À la fin, ils ont accepté de signer pour un contrat local, ce qui ne se fait pas de base. Et sinon, peut-être, dernier petit souci que j'ai eu, en gros, c'était au niveau de la carte de résident. Je ne sais pas si c'était pas dans toi, du coup, je pense que tu avais un passeport. Je sais pas, peut-être un passeport automatique, un truc. Mais du coup, en gros, là-bas, quand tu restes plus de 3 mois dans un pays, tu dois avoir une carte de résident, en gros, vraiment des papiers. Et moi, j'avais pas de papiers. Parce que tout simplement, en fait, ils te saoulent, ils te demandent des papiers qui n'existent même pas en France. Genre une attestation de je ne sais quoi, de vie en France, en bref, des trucs de fou. Et du coup, ils m'ont beaucoup embêté avec ça. Et à la fin, ils m'ont bloqué à l'aéroport. Ils m'ont donné de l'argent, donc très basique. Évidemment, je n'ai pas donné d'argent. Et à partir de ce moment-là, il faut être hyper diplomate et expliquer pourquoi. C'est tout un. Je sais ça parce que c'est quand même des trucs qui arrivent assez souvent dans ces pays-là où juste ils essaient de te bloquer sur des papiers que t'as pas et de te demander de l'argent un peu à tout bout de champ, même que ce soit la police dans la rue, etc. Et du coup, il faut savoir être patient, expliquer et surtout ne pas s'énerver parce que ça marche pas en fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et aussi vos anecdotes assez marrantes, on peut dire. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de défis, en tout cas, pour travailler dans un contexte international, je dirais même dans les pays du Sud. Donc maintenant, on aimerait bien passer de l'autre côté et savoir quelles ont été, je dirais, peut-être les opportunités de travailler dans un contexte particulier en dehors de la personne. Les opportunités, je veux dire un peu le bon côté. Le bon côté des choses. Déjà, on avait dit au début, ce qu'on part chercher, c'est du coup connaître comment ça se passe dans un autre pays. Très clairement, l'échange que tu peux avoir avec des personnes déjà du pays dans lequel tu vas, mais c'est aussi un environnement où en fait tu vas rencontrer beaucoup d'autres expatriés aussi de plein d'horizons différents. Donc déjà ça c'est hyper intéressant. Tu rencontres surtout des personnes très très rapidement. C'est un peu un écosystème généralement. Et oui, moi un peu comme toi, j'avais pas spécialement d'attente en particulier quand je suis partie. Donc j'ai pas mon comparatif entre ce que j'attendais et ce qui a été bien. Mais juste, moi j'ai découvert le milieu militaire, ça m'a beaucoup plu tout de suite.
Et ce qui est chouette par rapport à quand tu es en études, c'est que oui, tu vas appliquer du coup toutes les choses un peu organisationnelles qu'on t'a appris, mais tu découvres plein de domaines techniques. Je sais pas, la sécurité alimentaire, pour moi, l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Et ça, c'est... Tu te rends compte que tu peux apprendre des choses assez techniques tout en travaillant. Et ensuite te réorienter. Donc en fait, ça ouvre tout un nouveau champ des possibles, même si tu as fini tes études. Moi, je dirais, des avantages, il y en a plein en fait, sur tous les plans personnels. Voilà, le fait de... tu te découvres toujours quand tu vas à l'étranger, quand tu passes du temps dans un pays que tu connais pas, littéralement en arrivant solo, je pense que c'est une expérience vraiment folle sur tous les plans. Maintenant, sinon, sur le plan professionnel, déjà, je sais pas ce que vous voulez faire plus tard, si vous voulez travailler à l'étranger ou pas, mais c'est hyper bien vu d'avoir une expérience à l'étranger. Pourquoi ? Parce que tu sais t'adapter déjà, tu sais, tu as une ouverture multiculturelle, tu sais comment travailler dans des contextes entre guillemets différents, etc. Et c'est hyper valorisable et valorisé. Parce qu'en fait, c'est peut-être bizarre, mais c'est pas donné à tout le monde, dans le sens où il y en a qui... Moi, je sais, quand je parlais avec des amis, je leur disais, voilà, je travaille à Dakar, etc. En sachant que j'avais jamais bien pied là-bas, c'était en mode, mais moi, je ne pourrais pas, genre, comment tu fais, mais ça doit être tellement nouveau, tout est différent, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est un gros plus, faut bien le dire. Et puis sinon, oui... ça dépend après dans quoi vous travaillez, mais évidemment, il y a des compétences techniques, des hard skills que tu acquiers pas dans le cadre du master. Je ne parle pas de ce master en particulier, mais je veux dire, voilà, les masters, ils restent quand même très généralistes, surtout ceux qui sont un peu dans le domaine du développement, que ce soit Sciences Po ou autre. C'est pas des masters qui vont te donner des compétences techniques en tant que telles. Et franchement, faut pas paniquer par rapport à ça. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'appréhension, mais qu'est-ce que je peux apporter, genre, qu'est-ce que j'ai appris concrètement, je sais pas grand chose, etc. En fait, juste quand tu sais travailler et que t'acquiers quand même de la rigueur et t'as un esprit critique, etc. Faut pas négliger ça, c'est super important et après tu t'apprends sur le terrain en fait. Merci beaucoup. Et du coup, tu as parlé du fait qu'il y avait beaucoup de côtés positifs personnellement et aussi de manière professionnelle. Donc est-ce qu'il y a une comparaison par rapport en fait à la toi d'avant l'étranger J'ai muté. Franchement, ouais, genre je vais pas mentir, oui, tu vois. Après, je pense que ça dépend des expériences de chacun et combien chacun a apprécié son expérience. Moi, c'est vrai que c'est une expérience qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, oui, genre je me suis pas transformée, mais déjà ça m'a donné envie de retourner. Donc, d'où le fait que là, j'entame un pays à Dakar et j'ai plus que hâte. Et donc, ouais, je sais pas trop ce que je peux te dire, mais en gros, oui, déjà ça te donne une certaine ouverture d'esprit. Je pense que tout le monde devrait faire au moins une fois un stage, juste découvrir d'autres cultures et notamment, voilà, je m'arrête là. Oui, je suis assez d'accord, je pense que ça te change forcément, mais c'est aussi que tu grandis, je pense, dans n'importe quel métier, avant, après, parce que tu as appris plein de choses, parce que tu as de nouvelles expériences. Après, c'est sûr que moi aujourd'hui je ne me verrai pas revenir travailler en France, j'ai toujours l'envie de repartir. Et je parlais de patience, moi je sais que j'étais quelqu'un d'assez impatiente et ça apprend beaucoup la patience. Et pareil, je pense que c'est assez similaire à ce que tu peux vivre dans n'importe quel autre métier, même en France, mais plus tu avances, plus tu as confiance en toi aussi. Moi, quand je suis arrivée au Tchad, par exemple, je connaissais pas du tout, je connaissais pas grand-chose sur ce pays. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis pas du tout légitime à être là. Et puis bon, après, tu prends l'habitude de te réadapter à des nouvelles normes, on va dire, et tu te sens plus à l'aise rapidement sur un nouveau poste. Mais je pense que ça peut te le faire aussi en France. Ce qui te change vraiment, effectivement, c'est sur l'ouverture culturelle. Et je pense que tu ramènes ça avec toi quand tu rentres en France malgré tout. C'est assez similaire. Mais en fait, ce qui est vraiment dur, je trouve, c'est quand tu reviens et que tu dois te réadapter à la vie ici en France. Moi, c'était que 6 mois. Mais en fait, non, mais c'est dans le sens où tu prends plein de nouvelles habitudes, de nouvelles choses qui se font pas vraiment en France. Tu peux les ramener. Oui, mais en fait... oui, mais après, ça dépend vraiment lesquels.
Enfin, il y en a où ça se fait plus trop. Je sais que quand j'étais revenue des États-Unis, par exemple, un truc qu'on me disait beaucoup, c'est en fait, tu cries quand tu parles. Et je m'en rendais pas compte. Mais là-bas, les gens, ils crient vraiment beaucoup quand tu parles. hyper drôle. C'est plein d'habitudes. C'est des petits trucs où tu te rends pas forcément compte qu'en fait, tu prends grave cette habitude-là. Ou par exemple, j'étais restée, le plus long que je suis restée au Sénégal, c'est 3 mois. Mais quand je revenais, même sur la manière de marcher, on me disait que c'était différent. Que là-bas, on traîne beaucoup des pieds quand on marche. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais en fait, il faut se réadapter. Je suis assez d'accord. Moi, la première fois que je suis partie du Tchad et rentrée en France, donc 3 mois plus tard, j'avais l'impression de revenir dans un monde complètement différent. Enfin, déjà, je suis passée loin d'un pays très peu développé à revenir en France. Mais j'ai l'impression que plus tu pars et tu reviens, moins tu as cet effet-là de décalage un peu. Mais c'est vrai que les premières fois, ça peut être assez flippant. Moi j'ai peut-être juste un truc à ajouter. Mais du coup, c'était quoi juste exactement la question? Oui, en gros, c'était quels sont les avantages. Mais déjà, juste un truc, ça paraît peut-être basique, mais il y a plein de gens qui veulent travailler dans le milieu du développement, et moi-même j'en vois à Paris. En fait, ils n'ont jamais mis un pied dans ces pays. Et c'est vraiment problématique parce que juste, tu peux pas mettre en œuvre des projets. Moi je travaille, c'est vrai, c'est des projets qu'on met en œuvre concrètement. Et tu peux pas mettre en œuvre des projets si tu connais pas les réalités locales et si tu connais pas les problématiques socio-éco de ces pays. Et donc voilà, pour moi c'était nécessaire en fait que de partir juste pour appréhender au plus proche ces populations, ces cultures et leurs problématiques et les défis qu'ils rencontrent. Et donc c'est le plus en fait, c'est genre vraiment le plus, c'est juste d'avoir connaissance de tout ça de manière concrète et pas juste au travers de ce qu'on lit dans les médias ou ce qu'on nous apprend dans le cadre de semestre par exemple. Il y a un gap énorme quoi. Du coup, en parlant de master, en fait, on aimerait bien savoir si le master vous a apporté quelque chose de plus au niveau de vos expériences. Non, en vrai de vrai, moi j'ai des cours qui m'ont quand même marqué. Là, je parle déjà, rien que dans le cadre du M1, je sais que c'est peut-être pas la question, c'est pas la question, mais je sais qu'on avait quand même un cours de finance. Il y a plein de gens qui médisaient, mais bref, ils n'aimaient pas ce cours. Ils n'aimaient pas ce cours et tout parce que c'était dur, le prof il était pas, c'était assez dur et tout. Je parle du cours de diagnostic financier du coup. Mais franchement, moi c'est un cours qui m'a beaucoup. En fait, j'avais aucune base en finance, donc c'est vrai que quand tu arrives à Dauphine et que tu n'as pas fait les Dauphines avant, tu n'as pas de base en finance et c'était super compliqué pour moi. En fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que, je me suis vraiment donnée dans ce cours et tout, et aujourd'hui ça me suit littéralement, genre ça m'aide. Pour vous donner un exemple peut-être concret, nous, du coup, à l'AFD, quand on met en œuvre des projets, on doit analyser financièrement les contreparties qu'on va financer, donc les prêts qu'on va leur faire, on doit regarder si ces contreparties elles sont capables de rembourser, si elles sont solvables, etc. Et du coup, tu vas devoir comprendre, savoir lire un bilan, un compte de résultat, tout ça, et même tu vas devoir faire parfois des calculs de ratio, de solvabilité, etc. Bref, c'est des trucs très concrets qu'au final j'ai vu en M1 et je comprenais pas pourquoi j'apprenais ça, aujourd'hui je comprends. Et sinon, par rapport au M2, après encore une fois c'est très spécifique à mes expériences, mais le cours de, je sais plus comment il s'appelle, mais genre Afrique, moi je l'appelle Afrique. C'est vraiment un cours que j'ai adoré, tu l'as vu du coup? Pardon, excuse-moi. Du coup, c'est un cours que j'ai beaucoup apprécié, où le prof, en fait, c'est clairement un béninois, je ne sais plus exactement ce qu'il est, il est professeur d'ingénierie au Bénin, voilà. Et en gros, il te donne vraiment tout ce qui est... il parle de thématiques concrètes, de défis encore concrets, je ne vais pas vous dire tout, mais voilà. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait prendre conscience de plein de trucs, notamment comment fonctionne, quels sont aussi les dégâts causés par, si je peux dire... les dégâts causés par les banques de développement, je ne sais pas trop m'expliquer, mais vous avez compris. Super intéressant. Sinon, le cours de financement et développement aussi, je me souviens que c'était hyper intéressant. Donc, ça t'apprend tu découvres en gros les outils financiers utilisés par les banques de développement comme tout un tas d'autres acteurs locaux pour aider les entrepreneurs à se développer, etc. Donc, tout ce qui est microcrédit, microassurance et tout ça, je me souviens que ça m'avait. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise. Et peut-être un dernier cours. Non, il y avait un dernier cours. Ah oui, Joseph Dallaire, le cours question. Bref, il y a un cours en gros de développement, question contemporaine de développement. Et il vient vraiment démystifier justement chacun des acteurs du développement international.
et te faire comprendre leur fonctionnement et surtout comment on pourrait revoir leur fonctionnement, parce qu'il y a énormément de choses à dire concernant rien que Banque mondiale, FMI, mais aussi l'AFD en fait. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis d'avoir un esprit critique par rapport à ces institutions et c'est super important dans mon travail. Oui, moi je pense que je te rejoins sur les aspects assez techniques, finance ou organisationnels de manière générale. Je pense que tous les masters de Dauphine te préparent bien à ça. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup vu la différence dans mon métier. Il y avait beaucoup plus de personnes qui venaient plutôt de cursus relations internationales. Donc ils étaient hyper calés sur les questions de développement, les contextes internationaux, voire parfois très précis. Où là, moi, ça manquait un peu. Mais par contre, ça se voyait dans le travail que peut-être j'arrivais mieux à organiser mon temps, ou même des trucs tout bêtes comme savoir utiliser Excel. J'avais plein de collègues qui ne savaient pas faire une formule Excel. T'as vu ça Non, peut-être au début de Dauphine pendant la licence, mais je trouve que ça t'apprend quand même une manière un peu d'organiser ton travail et de donner un peu un sens logique à ce que tu fais. Moi qui m'a beaucoup aidé. Et après, oui, je retiens des cours pour Afrique. On avait aussi Amérique latine et Asie. Pardon, on avait ces 3 cours. Et moi, les exemples les plus marquants, c'est quand il y avait des professionnels du milieu qui venaient un peu donner des exemples concrets. Je me souviens d'une professeure qui avait raconté un exemple où elle travaillait au Qatar, il me semble, et elle avait organisé un événement qui tombait pendant le Ramadan et elle avait organisé un buffet. Et du coup, on lui a dit, non, faut pas faire ça. Et du coup, voilà des exemples un peu marquants auxquels tu repenses quand tu arrives dans des pays qui peuvent avoir des religions similaires. Et ouais, ça m'a beaucoup plus servi, c'est beaucoup plus resté dans ma tête que certaines choses beaucoup plus théoriques. Et par contre, ce qui m'a manqué, je dirais, mais du coup c'est très spécifique à mon milieu, c'est justement comment fonctionne le milieu de l'humanitaire. Peut-être que c'était beaucoup plus abordé en termes d'acteurs de développement, mais en termes d'acteurs d'humanitaire, beaucoup moins. Ok, merci pour tous vos points de vue et toutes vos expériences. On va passer plutôt aux conseils pratiques pour les étudiants qui souhaitent travailler dans un contexte international ou qui s'intéressent à ce milieu-là. Quel réseau, organisation ou ressources vous recommandez pour trouver des opportunités à l'international? Tu veux dire pour chercher des postes? Pour chercher des postes, des stages, t'as différents sites qui regroupent un peu toutes les annonces de beaucoup d'ONG, beaucoup d'acteurs du développement aussi. Moi je pense à Coordination Sud. Ouais. Après t'as Relief Web, UN Jobs. Si tu veux travailler dans des agences de Oui. principalement, enfin c'est tout. Je sais pas si vous... Moi peut-être que ce que je conseillerais en fait c'est un peu, c'est pas l'inverse de toi, mais moi ce que je dis souvent c'est que, après faut-il encore savoir c'est vrai là où tu veux travailler. Ben, personnellement, je pense que j'avais des idées assez précises. En fait, il faut juste faire des recherches vraiment sur qui sont les acteurs, qui est-ce qu'il y a dans l'écosystème. Parce que voilà, en vrai, on parle des banques de développement, des ONG, mais il y a plein d'autres acteurs. Il y a par exemple pas mal de cabinets de conseil qui travaillent, moi je sais, sur l'appui à l'entrepreneuriat et qui font des choses super et avec lesquels nous on travaille à l'AFD. Et c'est un peu des acteurs oubliés parce que quand on pense conseil, on pense tout de suite conseil organisationnel, conseil en management, etc. Alors qu'en fait, c'est clairement ceux qui sont sur le terrain en fait, et qui mènent les études de faisabilité des projets, qui mènent tous les diagnostics que l'on fait avant du coup, de mettre en place un projet, etc., etc. Et du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'avoir une liste précise en tête des acteurs que vous visez et là où vous souhaitez travailler, que ce soit à l'ONU ou autre, et d'aller voir directement sur leur site, en fait, parce que voilà, ces sites-là, ils sont géniaux, mais ils ne répertorient pas vraiment toutes les offres, que ce soit de stage, de CDD, de VI ou autre, qu'il y a. Et moi, je sais que j'ai toujours cherché directement, donc c'est beaucoup plus de travail, effectivement. Mais j'avais vraiment mon tableau Excel avec vous avez compris, les institutions que je... Voilà. Et puis ensuite, j'allais checker sur chacun des sites de manière régulière et voilà ce que je peux vous dire. Moi, du coup, quand je cherchais mes stages, c'était comme toi un peu. Je regardais vraiment sur tous les sites, toutes les institutions, tous les postes. Et tout ce qui me plaisait, pareil, je mettais dans un fichier Excel. Mais si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, peut-être que ce serait bien aussi de contacter les gens directement. Enfin, vraiment d'activer votre réseau. S'il y a des gens qui travaillent dans les milieux qui vous intéressent,
de ne pas hésiter à leur envoyer un message LinkedIn ou quoi. Je sais que au Sénégal, c'est beaucoup comme ça. En fait, par exemple, quand je cherchais encore un stage là-bas, les grands cabinets de conseil, justement, c'était Deloitte. Ouais. Directement, ils sont super réactifs et je sais que quelques semaines après, ils étaient revenus vers moi, ils étaient super intéressés. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement, mais après, il faut savoir s'y prendre et si vous avez des relations aussi, ça aide. Moi, je dirais aussi, en fait, je pense à un dernier truc. En fait, ne pas négliger LinkedIn déjà, parce qu'avant, je ne savais pas utiliser LinkedIn. En fait, il faut vraiment savoir utiliser, dans le sens où, voilà, quand tu sais là où tu veux travailler et que tu cibles des organismes précis, tu peux mettre genre des alertes et tu reçois directement dans tes mails vraiment les offres. Et moi, là, quand j'ai... Non, c'est faux. Mais non, mais je veux dire que voilà, là, quand je recherchais un emploi, du coup, j'avais vraiment mis des alertes. Donc oui, ça prend un temps fou. Tu vas vraiment sur les pages LinkedIn de chacun des orgues que tu cibles et tu viens mettre des alertes et ça t'envoie en fait en direct, en premier, directement les emplois. Et sinon, peut-être un autre truc, tu peux mettre aussi des alertes du coup sur chacun des sites précisément, genre l'AFD, je sais que tu peux mettre une alerte, etc. Et puis oui, le réseau, c'est hyper important. J'en ai pas parlé, mais moi, dès que je postule à une offre, en même temps, au moment même, ou même si juste je vois le poste, je vais aller checker les personnes qui travaillent dans cette organisation et je vais les démarcher, rien que pour avoir des conseils, pour savoir aussi comment ça se passe dans le milieu, parce qu'il y a des milieux, comme tu sais, au Sénégal, surtout dans le monde du conseil, c'est que de la recommandation. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. L'AFD, c'est beaucoup de recommandations, il ne faut pas mentir, c'est vrai, les gens ils le disent pas assez. Et c'est comme ça que ça marche en fait, ça marche de pair. C'est-à-dire que tu peux postuler, c'est bien, mais s'il y a 600 CV, c'est pas ton CV qui va être regardé. Et s'il n'est pas regardé, ça veut pas dire que tu n'as pas un bon CV, ça veut juste dire que tu as oublié de travailler aussi sur le côté réseau et c'est beaucoup de travail aussi. Voilà. Ouais, je vous rejoins effectivement sur le côté réseau, et c'est vrai que ça peut paraître un peu absurde quand tu sors d'études, pas forcément de réseau, mais effectivement LinkedIn c'est un outil assez puissant quand même, et au pire t'envoies 20 messages, il y en aura un qui te répondra sur les 20, mais ça t'aura pas pris tant de temps que ça, et ça peut vraiment faire la différence. Après, en concept très pratique dans l'humanitaire, il y a beaucoup d'ONG, notamment en Afrique, où c'est pas forcément les mêmes process. Je pense par exemple au CV. Nous, on nous apprend depuis toujours qu'un CV c'est une page. Il y a beaucoup d'organisations qui vont te dire CV maximum 4 pages. Maximum. Ouais. Mais minimum. Oui, évidemment minimum une, mais du coup ça peut être pas mal au cas où d'avoir un CV format un peu plus développé, 4 pages, où tu as beaucoup plus l'occasion de décrire tes expériences. Après, c'est peut-être pour des organisations un peu plus précises que tu sais. En vrai, là, tu me fais penser à un point, c'est que, et ça, je ne le savais pas, j'ai vraiment découvert quand j'ai fait ma recherche de stage de fin d'études, c'est que c'est vrai qu'il y a des organisations qui attendent des CV spéciaux, mais là, je pense rien qu'à Deloitte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un CV Deloitte, moi j'ai découvert là cette année. C'est particulier, voilà. C'est particulier et en fait, il faut le savoir. Donc, je ne sais pas si tu postules avec un CV normal, tu n'es pas pris, mais voilà, il y a vraiment des codes et tout, d'où le fait de vraiment. Je vous conseille d'aller parler avec des gens du secteur. Et je pense notamment dès que tu postules dans des organisations internationales, donc agence de l'ONU, etc., pareil, le CV américain il est particulier. Il n'y a pas de photos dans mon souvenir et genre c'est vraiment c'est un truc Word en fait. Et moi ça m'avait pris vraiment une journée à le refaire parce que c'est hyper précis, il y a des points, tu mets des points précis, genre je me souviens plus, c'est genre tu mets du coup ce que tu as fait, plus un exemple précis, et ensuite comment ça t'a impacté, enfin un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Donc voilà. Là, du coup, ce serait une question un peu plus pratique. Pour vous, comment on peut bien préparer son départ à l'étranger ou quand on part pour une expérience comme ça de stage ou de... Moi, je vais avoir une réponse très spécifique au milieu de l'humanitaire, je pense. Mais t'as le côté perso, t'as le côté pro. Pour le côté pro, tu as tout un tas de documents que tu peux lire pour t'immerger un peu dans le contexte. Tu as des documents dans des pays où il y a des crises humanitaires qui sont rédigés chaque année par la coordination humanitaire dans le pays, qui t'expliquent un peu tous les besoins du pays, les plans de financement, etc. Donc ça, si tu travailles dans l'humanitaire, ça va être ton document de référence tout le temps. Donc c'est bien de le lire en avance parce que c'est des documents qui peuvent faire une cinquantaine de pages, mais qui te donnent un bon aperçu. Après, te renseigner un peu sur dans les journaux ce qui se passe actuellement dans le pays.
Après, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que quand tu arrives dans le pays, en fait, tu connais un peu les news globales du pays, mais en fait, selon la région où sont localisés tes projets, ça peut être des contextes complètement différents. Déjà, en termes environnementaux, ça peut être des contextes climatiques différents, donc pas du tout les mêmes défis en jeu. Donc, se renseigner sur ça, c'est pas mal. Et aussi, essayer d'identifier un peu les journaux nationaux, voire locaux. C'est bien parce que ça te donne, je trouve, des infos un peu plus en temps réel et tu comprends un peu plus aussi le climat social qu'il peut y avoir dans le pays. Et à part ça, au niveau perso, moi je sais que dans mon ONG on est assez bien accompagné, on nous envoie un welcome kit, on nous dit quel type de vêtements il faut prendre, des choses comme ça. S'il fait froid, s'il fait chaud, vraiment des trucs très pratiques comme ça. Et sinon, essaie de contacter tes futurs collègues aussi pour avoir ce genre d'informations pratiques, ça peut être pas mal. Moi, je dirais, moi je travaille pas en ONG, donc déjà tout ce qui est contexte sécuritaire et tout ça, c'est moins un truc auquel je m'intéresse, mais aussi parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller dans des pays où voilà, le climat est vraiment dégradé. Mais du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, du coup, comment j'ai préparé déjà mon arrivée à Dakar quand j'étais en césure, en fait, déjà il y a tout un réseau d'expats français. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de traîner avec eux à Jean 4 et tout, et vous pouvez vous ouvrir à d'autres personnes sur place et tout. Mais moi, ça m'avait vraiment rassuré rien que pour trouver un appart, pour savoir un peu où on sort, qu'est-ce qu'on fait. Il y a tout un. Il y a pas mal de groupes Facebook, notamment, je pense à ça, parce que nous, je sais qu'à Dakar, ça marche vraiment comme ça. Et je pense que ça marche peut-être comme ça dans d'autres villes et tout, mais genre Facebook, c'est vraiment pas à négliger, et moi, je savais pas. Du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ma coloc, notamment. Ce que je peux vous dire. Sinon, oui, il y a tout ce qui va être process administratif. Je pense aux vaccins, par exemple. Donc, je savais pas du tout qu'il y avait des vaccins à faire. Après, tu fais ce que tu veux, c'est pas obligatoire, mais voilà. Si vous êtes hypocondriaque comme moi, vous faites les vaccins. Et ça prend du temps, en fait. Genre, il y a des rappels et tout, donc en vrai, faut le savoir. Moi, je sais que j'avais dû décaler mon départ parce que du coup, il y avait des rappels au bout de 3 semaines, je devais le faire et tout, en bref. Et puis sinon, ce que je pourrais dire, du coup là, quand je vais me préparer pour mon expatriation dans 3 mois, mais parce que l'enjeu il est un peu plus important et mon rôle va être beaucoup plus important, j'ai vraiment lu, rien que pour les entretiens, toutes les stratégies en fait nationales, de développement du nouveau gouvernement sénégalais, parce que du coup il n'a pas les mêmes objectifs que l'ancien. Il n'y a pas les mêmes priorités, le climat est beaucoup plus, le climat éco-financier est complètement dégradé et tout, donc c'est des choses à connaître pour pas arriver et juste après encore une fois tout dépend où vous travaillez, ce que vous allez faire, mais voilà, le but c'est de montrer que tu es un minimum intéressé par ton travail et que juste tu connais ce qui se passe. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, ça paraît peut-être bête, mais qui viennent vraiment en ne sachant rien du pays et ils viennent juste pour voyager, ça existe, oui. Et du coup, ne soyez pas ces personnes-là. Je suis assez d'accord sur le fait de rejoindre les groupes Facebook et tout. Surtout, comme tu as dit pour le Sénégal, je sais qu'il y a des gens de ma promo là qui ont fait des stages au Sénégal et c'était beaucoup ça. C'était beaucoup les groupes Facebook. En fait, les Français, ils ont les Français à Dakar, les Français à Abidjan, les Français au Brésil. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à les rejoindre. Et après, moi du coup c'est plus pour mon échange, mais je pense que si vous partez en stage, c'est sûr qu'il y a des étudiants avant vous qui ont fait aussi des stages là-bas. En général, s'ils prennent des étudiants étrangers, c'est que ça a déjà été le cas avant et que ça s'est toujours bien passé, donc n'hésitez pas à regarder un peu les gens qui ont fait leur stage avant, à leur poser des questions, à reprendre les colloques aussi, parce que je crois qu'au Sénégal ça fonctionnait beaucoup comme ça. Marche comme ça. Ouais, c'est les gens qui reprennent les colloques et tout. Après forcément vous reprenez un peu aussi le réseau de la personne, donc il y aura toujours des gens dans la coloc qui vont vous accueillir et tout. Là je raconte un peu ce qu'on a dit sur le Sénégal. Et je pense que c'est important aussi de rester ouvert d'esprit, dans le sens où au début vous allez traîner avec des gens qui sont pas forcément, c'est pas forcément
vos amis, ça va pas être vos amis, mais c'est juste, c'est le début, c'est le temps vraiment de prendre vos marques dans le pays et tout. Et après, vous allez vous rendre compte qu'en fait, je veux pas vraiment que mon expérience elle ressemble à ça. Et vous allez un peu plus capter les gens desquels il faut se rapprocher. Donc au début, c'est pas grave si vous ne traînez pas avec des gens qui sont pas votre délire. Mais au bout d'un moment, non mais c'est vrai, mais oui, moi en échange, au début je travaillais avec des gens, je me demandais vraiment ce que je faisais là-bas. Et puis à la fin, au bout d'un moment, tu rencontres des gens vraiment que tu vas aimer. Et c'est là où la vraie expérience elle commence, on va dire. Au début, vous prenez pas la tête, juste vivre votre truc et rester ouvert et rencontrer des gens. Ouais, je suis assez d'accord, surtout que quand tu arrives, généralement ton premier cercle de socialisation c'est tes collègues. Ouais. Mais moi du coup c'est plutôt dans la question comment préparer, mais quand tu arrives sur place, C'est intéressant. ouais. En fait, il y a des collègues avec qui tu vas super bien t'entendre, mais c'est quand même bien d'élargir un peu ton cercle rapidement. Parce que si jamais ça se passe pas bien dans le travail, qu'il y a du conflit, t'as pas forcément envie d'aller boire un coup le soir avec ces mêmes personnes. Donc généralement ta vie perso, ta vie pro, elles sont assez proches de fait, mais c'est bien d'essayer de t'éloigner de ça quand même. Et c'est vrai que les personnes que tu rencontres peuvent vraiment changer toute ton expérience à l'étranger. Moi j'ajouterais juste un truc, c'est ne pas se limiter en vrai au groupe d'expats, parce que c'est un peu la facilité. Moi je sais qu'à Dakar, au début j'étais dans une coloc où il n'y avait pas de français, donc évidemment ça a aidé et tout, je me suis très vite intégrée, j'ai découvert plein de gens et tout, qui n'étaient pas des français. Puis ensuite j'ai changé de coloc, et puis là en fait j'étais avec 3 françaises, et en fait on traînait, le monde des Français, des expats à Dakar, il est petit, on se connaît tous, ça parle très vite, donc voilà, quand on fait des soirées, on sait très bien où est-ce que les gens vont, tu sais très bien qui est-ce que tu vas croiser où, et du coup, il y a des gens qui sont enfermés un peu dans ça, même rien que dans le pays, il y a des quartiers d'expats en fait, et il y a des gens qui traînent que dans les quartiers d'expats, et voilà, je dirais ne pas hésiter à découvrir autre chose que des Français, il y a, je sais pas, il y a des Anglais, des Allemands, des Espagnols et tout, ne pas hésiter à, c'est vrai que je parle pas de Sénégalais, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, tu vois. Nous, on était tout de suite catégorisés en mode les blancs, et du coup, ils voulaient pas forcément traîner avec nous. Et moi, j'essayais et tout, mais ils voulaient pas venir me parler, tu vois. Mais du coup, non, mais en vrai, voilà, ne pas hésiter à être ouvert et rencontrer plus de monde que juste ceux que tu rencontres sur Facebook et des premiers jours. Ok, merci beaucoup. Et pour conclure, je vais avoir juste une dernière question qui va un peu résumer tout ce qu'on a dit depuis le début. Si vous deviez donner un seul conseil pour que l'expérience à l'international se passe au mieux, ce serait lequel? Moi je dirais juste, si c'est un conseil, je dirais juste être curieux, genre vraiment. Parce qu'en fait, c'est hyper important de vraiment être curieux de tout, ça veut dire qu'il y a même des trucs auxquels on n'a pas pensé, et en fait tu vas te rendre compte que, que je sais pas, tu peux découvrir des choses. Non mais juste vraiment être curieux, être ouvert et voilà, se défaire de ses préjugés, de ses a priori, ne pas avoir peur, ne pas écouter aussi tout ce qu'on nous dit en France. Moi je sais qu'avant de partir à Dakar, quand je disais que ce soit à des gens autour de moi comme quand je voyais des médecins et tout, c'était vraiment, ils m'ont tous fait flipper, genre waouh, tu vas à Dakar, ok, fais très attention, ne mange pas ça, à tout ça comme ça, ne sors pas, non. En réalité, tout va très bien se passer. Genre vraiment, faut s'écouter aussi, faut se faire confiance. Et je pense que c'est... Voilà, faut se faire confiance. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que ça va dans le même sens que la curiosité. Je dirais que faut pas forcément te fixer des attentes très précises. Faut rester ouvert et il peut se passer plein de choses auxquelles tu t'y attendais pas. Il faut aussi les accueillir comme des opportunités. Et suivre ton instinct, ouais. Je pense qu'effectivement, on va, comme tu disais, te donner des conseils, te dire ça faut absolument pas ou ça faut absolument que tu fasses. Suis ton instinct, généralement, il te guide plutôt bien. Je suis assez d'accord. Après, c'est vraiment pas se prendre la tête, prendre les opportunités quand elles viennent, que elles sont bien aussi. On va pas prendre le premier truc venu parce que c'est international, mais pas trop se prendre la tête, surtout en stage, vu que là la majorité c'est des étudiants qui partent en césure. C'est vraiment, vous prenez pas trop la tête sur mais il faut que le stage soit comme ça, il faut que ce soit un grand groupe, il faut que ce soit un grand nom, il faut que ce soit précisément ce poste-là. C'est vraiment prenez les opportunités qui vous intéressent mais qui
sont là. Et une fois sur place, vous ne prenez vraiment pas la tête. Il faut être un peu one life et je pense que ça va être les mêmes expériences. Alors merci beaucoup pour toutes vos interventions. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenantes? J'avais juste une question. Par exemple, je voulais aller travailler au Maroc, mais j'avais une appréhension parce qu'on me disait que pour évoluer dans l'entreprise, que je veux avec leurs règles, que c'est très relationnel et ça peut nous impressionner. On va préférer rester dans un environnement qu'on connaît, etc. Je ne sais pas si vous avez des conseils à ce niveau-là. Ça veut dire quoi jouer avec leurs règles? C'est-à-dire que, par exemple, comment dire ça? Quand tu dis c'est beaucoup relationnel, il faut faire Il faut connaître les codes, en fait, c'est ça? Oui, connaître les codes, mais c'est aussi beaucoup de relationnel, faut faire ami avec les bonnes personnes, etc. Que c'est moins basé sur la performance qu'un certain environnement qu'on peut connaître, même si en France, c'est le cas. Moi je pense qu'il ne faudrait pas trop non plus tomber dans le truc de faire vraiment ami, parce qu'en fait ça va juste avoir l'effet inverse que les gens ils vont voir que tu veux juste être là parce qu'ils ont une certaine position. Enfin, je pense que c'est vraiment au début arriver, essayer de te prouver un peu par le travail, mais tout en développant, tu vois, la relation. Parce que si tu arrives et tout de suite tu veux directement... Parce que ça, je le vois aussi du coup avec des gens qui sont en stage avec moi, et eux en fait c'est tout de suite le Christelle, le PDG, oui j'ai déjeuné avec le COMEX alors qu'ils étaient juste assis à côté, la table à côté. Enfin c'est vraiment tout de suite les grands noms, elle a ajouté tout le monde sur LinkedIn, c'est toujours voilà vouloir se faire voir et tout. Et en fait ça a l'effet inverse parce que du coup les gens ils sont en mode enfin le stagiaire là il se prend pour qui. Donc je pense que c'est vraiment juste se prouver par le travail, toujours en essayant tu vois petit à petit de développer ton réseau quand les opportunités elles viennent, mais pas faire le forceur et tout le temps aller chercher les gens, aller chercher, enfin, juste ça se voit et les gens ils parlent beaucoup, du coup ils vont être en mode, enfin, ils vont se parler entre eux et je pense que c'est pas forcément une bonne chose de trop aller dans le relationnel non plus. Enfin, il faut vraiment un bon équilibre entre les deux. Ouais, moi je vais à moitié dans ton sens, je pense que c'est quand même quelque chose qui te tombe pas dans les mains, donc il faut quand même travailler ton réseau, mais toujours essayer de rester toi-même, enfin, faut pas non plus que tu te vendes et que tu deviennes complètement quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu t'entends pas personnellement avec quelqu'un que dans le travail il ne t'estime pas. Donc faut rester toi-même, mais je trouve que quand même le réseau c'est quelque chose qui se travaille et qui est assez important parce que je sais pas si c'est pour vous pareil, mais il y a beaucoup d'offres de postes qui sont même pas publiés sur internet parce qu'en fait ça se fait en interne. Évidemment, si tu t'entends bien avec les personnes ou si elles ont vu comment tu travaillais, parfois elles viennent te chercher directement. Mais ouais, reste toi-même quand même. En fait, c'est comme ça partout. Genre, moi, tu vois, là, j'étais à l'AFD en France. Enfin, c'est bon. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment comme ça partout que... En fait, faut jamais oublier le réseau. Genre, dans le sens où que tu sois, faut vraiment que tu négliges pas ça, que évidemment tu essayes de sortir aussi, que quand il y a des afterwork tu le fais, etc. Maintenant il faut être soft. Et vraiment en France c'est la même chose. On sent tout de suite quelqu'un qui veut en faire trop, quelqu'un qui est too much, quelqu'un qui gratte l'amitié, c'est oppressant. Et les responsables sont pas bêtes, surtout quand tu es stagiaire, ils savent très bien que ce que tu as envie c'est de monter, ils savent très bien que les places sont chères et ils savent très bien que qu'en fait tu es juste en train de faire ami avec eux pour qu'ils te recrutent ensuite. Donc moi ce que je dirais c'est déjà faire très bien ton travail, parce que si tu fais très bien ton travail, tu es légitime de faire ça ensuite. Tandis que si tu fais mal ton travail, c'est un peu gênant, tu vois ce que je veux dire. Et puis ensuite, c'est vrai que je sais moi qu'au Maroc, c'est pour ça que ça m'étonne pas ce que tu dis, mais... Enfin, et c'est pour ça aussi qu'il faut être... C'est un peu ambigu la posture que tu dois adopter. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est des pays dans lesquels, justement, les gens ont peur de mélanger vie pro, vie perso, parce que ça parle beaucoup. Tu vois, genre tout de suite, ça parle, etc. Et donc le but, c'est pas de faire ami-ami. Par contre, en fait, tu vois, t'es réglo. Genre, t'es réglo, tu fais bien ton travail et t'essayes juste d'aller parler aux bonnes personnes, surtout de t'entendre bien avec toutes les bonnes personnes, tu vois. De pas créer de conflit, tu restes toujours... tu sais où est ta place, tu vois, mais tu travailles bien et tu essaies d'acquérir, au moins être cordial et au moins bien t'entendre avec les gens. Et si tu sens que tu peux plus, tu pousses, tu vois. Mais le but, c'est pas non plus d'être ami avec le PDG, tu vois ce que je veux te dire. Il suffit d'une personne qui peut te recommander pour que
Mais voilà, c'est ça ce que je te dirais. Mais ça se fait naturellement, t'inquiète pas vraiment. Moi j'ai une petite question, c'est par rapport au salaire. C'est une très bonne question. Par exemple, si on travaille dans un pays en Afrique mais pour une entreprise française, est-ce qu'on touche un salaire du même niveau qu'en France ou en fonction du coup où on travaille? Alors, normalement, si tu te fais pas arnaquer, c'est un salaire français. Ça dépend des contrats. Ouais. Ça dépend des contrats, mais du coup, si tu as un contrat français, tu auras un salaire qui correspond normalement au niveau de vie en France. Après, moi, dans mon milieu, il y a beaucoup de disparités entre les ONG. Les ONG françaises sont réputées pour pas très bien payées, désolée. Mais ouais, contrat local, évidemment, t'es beaucoup moins bien payé. Enfin, c'est en fonction du niveau de vie du pays dans lequel tu te trouves. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est que, en fait, voilà, il y a deux types de contrats. En gros, il y a des millions de types d'expatriation, mais il y a soit tu es payé en contrat local, donc c'est-à-dire que tu signes et tu es payé comme un local, en fait, et du coup, là, ton niveau de vie est. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec le salaire français. Tu peux aussi arriver à négocier un peu, mais en vrai, tu vas tourner. Par exemple, moi, je sais que je voulais travailler à Abidjan, ou même à Dakar, en fait, c'est la même chose. Et si tu passes pas par les postes français, donc par des entreprises françaises qui proposent notamment des VIA ou autres, moi, clairement, les salaires qu'on me proposait, c'était 1 200 €, tu vois. Et ils me faisaient comprendre que c'était la seule chose qu'ils pouvaient me payer, et que c'était très bien, et que c'était, je dirais, 2 tiers fois plus que ce qu'ils payent à leurs locaux. Moi, évidemment, c'était pas possible pour moi. Du coup, en fait, soit tu es prêt à te plier, notamment dans le cadre de tes premières expériences, tu veux absolument cette expérience-là, donc tu es prêt à prendre le 1 200, 1 300 € comme ça. Mais il faut comprendre aussi qu'eux, ils peuvent pas forcément te payer plus, tu vois. Et puis, c'est gênant, en fait. Pourquoi tu vas avoir un salaire beaucoup plus élevé que les locaux qui font la même chose que toi? Donc, c'est ça aussi. Et puis ensuite, moi, ce que je pourrais conseiller, si tu veux un bon salaire, c'est de vraiment choisir soit des VI, soit de partir. Enfin, je sais pas ce qu'il y a d'autre à part des VI pour les jeunes français, à part en ONG, mais je veux dire, je sais pas, les cabinets de conseil. Moi, je sais que Deloitte au Sénégal, ils recrutent, c'est 800 €, tu vois. Genre, faut être conscient de ça, en fait. C'est pas des pays. Pardon, des volontariat international. C'est un dispositif, je ne sais plus si c'est européen ou si c'est français, mais en fait la France en tout cas propose à des entreprises comme à des administrations françaises qui sont du coup internationalisées, qui travaillent aussi dans d'autres pays, qui ont des agences à l'étranger, etc., d'emmener des expatriés jeunes, pays du coup tu dois avoir maximum 28 ans, de 25 à 28 ans je crois, et du coup tu as une grille en fait de salaire très précise selon le risque pays et selon le niveau de vie dans le pays. Donc en gros, tous les VI à Dakar gagnent la même chose, tous les VI à Abidjan gagnent la même chose, tous les VI au Maroc gagnent la même chose. Et donc voilà, donc à ce moment-là, les entreprises, elles peuvent pas te... Mais voilà. Moi j'ai une question, mais c'est plus côté vie et pas côté pro. C'est-à-dire que vous avez un peu abordé le changement, le fait de trouver un logement, commencer. Et au niveau des transports, par exemple, comment on fait en fait pour s'adapter à une nouvelle vie? Comment on fait pour trouver? Est-ce que c'est sûr que ça se prépare, mais comment ça se prépare? Et je pense que c'est sûr par rapport à ça. Bon, après pour Dakar, ça va être un peu biaisé parce que du coup, moi quand j'y vais, c'est vacances. Donc on prend beaucoup taxi, Yango et tout. Mais je sais que mes cousines, Yango, pardon, c'est comme Uber un peu là-bas. Et en fait, mes cousines, par contre, quand elles vont à l'école, elles prennent les transports en commun. C'est juste quand moi je suis là, parce que des fois j'ai pas envie d'attendre le bus ou quoi, on va prendre un taxi. Mais il y a des transports en commun. Il faut expliquer les transports aussi. Parce que. Il y a des transports en commun, mais c'est pas comme en France. Faut être pas, ouais, il y a du monde, vraiment il y a du monde. Et puis aussi quand tu vois que tu es étranger directement, il y a le risque qu'on te vole, et puis ils te volent et tu t'en rends pas compte jusqu'à ce que tu descends du bus. Mais il y a quand même des réseaux de transport en commun, genre t'es pas obligé de prendre le taxi tous les jours, sinon tu peux marcher aussi en fonction de où t'es. Mais après se préparer, je pense que c'est surtout demander aux autres collègues comment eux ils se rendent au travail en fonction d'où ils habitent. Parce qu'il y en a qui partent en voiture et s'ils habitent dans ton quartier, je sais que ça se fait beaucoup, vous vous rejoignez quelque part et vous faites tous les trajets le matin et le soir en voiture. Mais sinon, c'est vraiment les transports en commun. Sa question c'était plus comment je te prépare, je pense. Pour se préparer, juste demande aux gens en fait. Parce que c'est pas comme ici où tu vas télécharger une application et puis elle va te dire tu prends tel bus et tout. C'est vraiment juste tu demandes aux gens. Les gens sont ouverts, les gens discutent avec toi, les gens, faut pas avoir peur. Moi j'étais très étonnée de combien les locaux, du coup les Sénégalais, en fait ils étaient hyper chaleureux, tu sais moi j'avais peur parce que je me disais, il y a quand même un sentiment anti-français grandissant.
surtout au Sénégal. Il y a eu pas mal d'émeutes et tout quand j'y étais. Et tout de suite en France, on te dit ne montre pas que t'es français, genre sors pas de chez toi et tout. Mais en fait, ils savent quand même faire la part des choses entre le gouvernement français et les locaux. Et si toi t'es là et que tu montres que t'es un minimum intégré, que tu t'intéresses au pays, que tu connais le fonctionnement, que t'es intégré aussi dans le quartier, parce que c'est des pays où voilà, ça marche comme ça. Moi je connaissais tous les gens, je sais pas qui habitaient dans le quartier, genre littéralement. Et du coup, ils vont jamais te causer des soucis, tu vois. En tout cas, j'ai peut-être eu de la chance, mais moi, dès que j'avais un problème, ne serait-ce que, je sais pas, un besoin, j'avais pas d'eau, je dis n'importe quoi, j'avais besoin d'un truc à manger, mais je pouvais pas y aller et tout. Mais ils étaient toujours là pour moi, en fait. Genre, je me suis jamais sentie... Il n'y a jamais eu de défiance, en fait. Et c'est ça, je pense, comment te préparer. Après, encore une fois, tout dépend où tu veux t'expatrier. Je sais pas comment ça marche en Asie, je sais pas comment ça marche en Amérique latine et tout, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, faut être prêt à... à parler aux gens, à être ouvert et surtout ne pas être dans la défiance. Parce que je pense qu'il y a plein d'expats qui sont comme ça et ça sert à rien en fait, autant ne pas s'expatrier, tu vois. Si je peux rajouter un truc, je pense aussi ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a plein de choses pour lesquelles tu ne peux pas te préparer avant d'être arrivé dans le pays. Il va falloir que ça se fasse sur place. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, généralement ça se fait rapidement. Comme tu dis, généralement les gens ils sont hyper... Ils sont hyper ouverts à te parler, parfois même ils voient que tu es perdu, ils vont d'eux-mêmes venir t'aider. Donc faut pas avoir peur de ça. Mais par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le tas. En fait, il faut être prêt mentalement, je pense que c'est juste ça. Si tu es prêt et que tu as vraiment l'envie, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir assisté à la conférence. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'intervenir. Et on vous invite juste à passer un petit moment là-bas, vous allez faire un petit goûter. Et pour le ski avec